que si Taha Bouafs n'avait pas la couleur de peau qu'il a, l'origine qu'il a, ce fonctionnaire de police ne se serait jamais comporté avec lui comme il s'est comporté avec lui. Il y a une connotation raciste dans les actes qui ont été commis contre Taha Bouafs. Il y a une connotation de discrimination commise cette fois par l'institution judiciaire dans le fait de le poursuivre sans même véritable enquête, et en voulant même masquer les preuves qu'ils avaient, puisqu'ils ont tout fait pour ne pas exploiter le téléphone portable et la vidéo qui contenait la vérité. Et je te laisserai expliquer tout ça, je le laisse parler puisque c'est quand même le principal intéressé. Et donc dit au journalisme indépendant que l'IGPN reconnaît dans son mail également. L'IGPN affirme que Taha Bouafs est un journaliste indépendant. Merci l'IGPN. Voilà. Le procès a été encore une fois renvoyé. Cette fois-ci aussi à la demande des policiers, c'est extrêmement rare, puisque c'est eux qui ont diligenté qui me poursuivent, c'est eux qui demandent le renvoi, puisque effectivement il y a ces vidéos qui ont été diffusées, cette vidéo que j'ai diffusée sur mon Twitter, qui montre du début à la fin ce qu'il s'est passé. Un policier qui est provoquant, qui n'apparaît même pas en tant que policier à ce moment-là, puisqu'il n'est pas identifiable, qui refuse expressément de s'identifier, qui n'a pas de brassard, qui n'a pas de RIO, qui vient provoquer et qui veut me pousser à la faute que je ne commets pas. Puis ensuite je suis embarqué, il me déboîte l'épaule, il me plaque au sol, il met son genou sur le visage, il m'emmène dans la voiture et une fois dans la voiture avec l'épaule déboîtée et menottée derrière le dos, il me frappe à plusieurs reprises au visage et m'emmène au commissariat avec l'épaule déboîtée. Et qui à la fin porte plainte contre moi pour outrage et rébellion. On connaît ces procédures qui sont systématiquement engagées contre les victimes de violences policières et souvent pour arrondir les fins de mois de certains agents. Alors il ferait mieux peut-être de regarder et de parler à leur hiérarchie ou au pouvoir politique si ils veulent être mieux payés. C'est pas à nous qui doivent prendre des sous. Voilà. Et donc il y a ce mail de l'IGPN très clair qui dit que cette procédure est peu fiable, voire douteuse, que les éléments qui sont en la possession de l'IGPN aujourd'hui ne permettent pas d'établir la véracité de la déposition, du dépôt de plainte de Maxime Demers, agent de la BAC du 9-4. Au contraire, c'est tout le contraire. Et donc voilà, il y a ce rapport de l'IGPN qui devrait plus tarder puisqu'on a fait la confrontation la semaine dernière avec cette vidéo voilà, qui vient contredire les PV d'audition de Maxime Demers qui a menti et donc on a déposé cette plainte pour faux en écriture publique et pour violence. Donc le dénouement ce sera le 8 janvier. Comme vient de le dire Maître Halimi, on n'a pas de doute sur la suite de cette affaire. Ce sera une relaxe pour moi et on l'espère, une condamnation et des poursuites contre Maxime Demers. En tout cas c'est ce qu'on demande. Yes. Bravo. Aujourd'hui sonne le glas de la fin d'un acharnement dont tu es victime depuis plusieurs mois? Non, je crois pas. Je crois simplement que justice sera rendue sur cette affaire. Maintenant, cette justice, cette affaire, elle a plusieurs facettes. Elle a donc cette facette judiciaire qui est sur le plan juridique de l'affaire, du fond de l'affaire en elle-même. Mais par exemple, le syndicat Alliance, notamment la branche 9-4 du syndicat Alliance, suite à cette affaire, avait fait plusieurs tracts contre moi, notamment me représentant comme un chien enragé, en écrivant Taha Bouafs à la rage, en m'animalisant, en tenant clairement voilà, des propos qui sont racistes à mon égard, qui sont des intimidations. Récemment, on m'a informé que le journal officiel du syndicat Alliance, qui a été envoyé à l'Assemblée nationale, comporte un article entier sur moi qui me définit comme une hyène d'Internet. Donc clairement les intimidations aujourd'hui elles continuent sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans mon travail au quotidien. Donc l'acharnement, non, je ne crois pas qu'il va être fini. En tout cas nous on ne lâchera pas de notre côté. Et puis on espère obtenir justice et voilà, on continue le combat. Une dernière question, est-ce que tu as peur pour ta sécurité lorsqu'on sait que certains sont prêts à employer des méthodes plus que douteuses? Moi je vous le dis, c'est de façon assez claire. Quand je vais travailler, quand je vais sur un pied de grève, quand je vais sur une manifestation pour aller effectuer un reportage, j'y vais avec la boule au ventre. Ouais, parce qu'aujourd'hui j'ai peur de la police. J'ai peur d'être empêché dans mon travail, parce que c'est systématique, que ce soit un bas niveau, c'est-à-dire pousse-toi, des petites insultes, des petits coups par-ci par-là, juste être nassé, être empêché de faire son boulot, etc. À voilà, un déboîtage d'épaule, 10 jours d'ITT. Moi ces 10 jours d'ITT là,
je ne me les suis pas fait tout seul. Donc à un moment donné, aujourd'hui j'ai toujours mal à l'épaule quand je fais des gestes, quand je mets un sac à dos, je vais me faire opérer de l'épaule à cause de ça. Je vais peut-être en garder des séquelles à vie. Voilà, aujourd'hui oui, j'ai peur de la police. Le 5 décembre dernier, je me suis fait tirer dessus un tir un palais de lacrymo en tir tendu sur la rotule. J'ai encore mal. Aujourd'hui, je garde des séquelles sur quasiment chaque membre de mon corps à cause de la police. Et on ne parle pas des séquelles psychologiques. Donc voilà, je ne suis pas là pour me victimiser. Le combat, on le mène. Je suis là, je suis debout. Et puis voilà, puis on va continuer. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est inquiétant. La dérive policière, on le voit dans toutes les sphères de la société. Il y a des gens qui avant n'étaient pas confrontés à la violence policière, qui aujourd'hui le sont. On pense à Cédric Chouviat, livreur qui se fait tuer par la police en plein Paris. Les gilets jaunes, des gens qui n'avaient jamais été confrontés à la police auparavant. Moi, cette violence-là, je la connais depuis que je suis gamin, puisque je suis issu des quartiers populaires. Voilà, on voit aujourd'hui en tout cas qu'on est à l'aune d'une prise de conscience sur ces comportements-là. Et j'espère qu'on va avancer. Moi, je viens de Saint-Denis. Là, j'habite en ce moment, je crèche à Saint-Denis. On voit par exemple dans le 9-3, c'est la CSI 93 qui a complètement été dissoute parce qu'elle se comportait et elle a commis des faits délictueux de bandes organisées, de gangs. Donc voilà, aujourd'hui, on a peur de la police, c'est le cas de le dire, mais on se tiendra debout et on continuera le combat. Et c'est quoi qui te pousse à aller encore plus loin malgré toutes ces prises de risques? C'est quoi ta motivation? La même motivation que Ariel Lee, la même motivation que David Dufresne, la même motivation que la plupart d'entre vous qui êtes là. C'est une volonté de justice tout simplement. Non, en parlant de David Dufresne, je vous suggère vivement le 30 septembre son film Un pays qui se tient sage et qui relate justement toutes ces violences policières, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, je vous le suggère vraiment parce que c'est un travail qui a permis de visibiliser les violences policières dont tu as encore été victime. Maître Halimi, on parle beaucoup d'un mot journaliste aujourd'hui, d'une définition. Est-ce qu'on peut être journaliste et militant en même temps? Pardon? Journaliste et militant en même temps, est-ce que c'est ça qui pose le problème aussi, Si vous voulez, ça dépend quelle connotation on met derrière le mot militant. On sait que dans la bouche de certains, militant ça veut dire journaliste mais pas trop quand même. Moi je revendique d'être un journaliste engagé, c'est-à-dire un journaliste qui pose un regard sur l'actualité. Parce qu'un journaliste c'est quelqu'un qui pose un regard sur l'actualité. Je vais vous donner un exemple tout bête, on va être vous et moi dans une soirée. On va nous demander de prendre une photo de la soirée pour décrire notre soirée. On va peut-être prendre chacun une photo différente. Peut-être vous allez prendre ce mec avec un verre et puis moi je vais prendre, je sais pas, la vue sur la mer, j'en sais rien. Et ben les deux photos représenteront la soirée, sauf qu'on a posé notre regard dessus et on a montré à un moment donné un angle, un choix éditorial et c'est ça le journalisme. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une pluralité. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de confrères, pas tous, il y en a aussi qui soutiennent la pluralité des médias et qui soutiennent notamment les journalistes indépendants qui bossent sur le terrain, mais certains veulent garder pour eux cette profession et n'acceptent pas que certains qui viennent d'autres horizons, qui parfois n'ont pas fait d'école de journalisme comme moi, qui viennent parfois de quartiers populaires, qui ont d'autres choses à raconter, qui montrent un contre-champ, ils n'acceptent pas qu'on puisse être journaliste comme eux. Le journalisme, c'est pas une caste, c'est une profession qui est non réglementée, c'est une profession qui gagnerait à être plus diverse, qui gagnerait à avoir plus de regards, à avoir plus de points de vue, et je pense y participer à mon humble niveau. Merci beaucoup à vous tous d'être venus pour le soutenir. Merci. Rendez-vous le 10 janvier.